La première fois de ma vie où j'ai cru au paranormal, c'est du coup ayant perdu ma petite sœur, on était très attentifs à tout ce qui pouvait se passer dans la maison. Et surtout qu'en plus quand tu perds quelqu'un, la maison c'est très horrible comme endroit. Et vraiment là où je me suis dit ok, il existe un autre monde, c'est que j'étais avec mon petit frère et ma mère et on regardait les photos de famille et à ce moment-là les photos de Noël. Et on regarde, on est juste tous les trois posés dans le salon et on entend en haut dans le grenier la chanson de Noël en fait, mais c'était un petit Père Noël qui faisait de la musique de Noël, tu vois. Oh regarde, j'en ai des frissons. Ouais. De façon totalement hasardeuse. Le truc, il avait plus de piles et on était là. Oh, j'ai plein de frissons. Je te jure. Et on était là avec mon frère et ma mère et on se regarde et on se dit attends mais c'est quoi ce délire quoi. Ouais. Et donc je monte, je dis attends je vais regarder et tout et je vois ce petit Père Noël sans piles et ma mère me dit mon frère il dit c'était peut-être un bug technique. Ma mère elle dit ou c'était peut-être Roman qui nous a fait un petit coucou tu vois. Oui. Ouais. Et je me suis dit non c'est quand même très particulier quoi. C'est fou. C'est très fou ouais. It's cover. J'ai eu une expérience extraordinaire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. En fait, j'ai perdu malheureusement mon papy. Ah, désolée. C'est pas grave, c'est malheureusement c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait, c'est arrivé un petit peu abruptement parce que il allait très très bien, il avait une santé super et malheureusement il a fait plusieurs AVC, donc une partie de son cerveau ne fonctionnait plus, il ne pouvait plus nous parler, il ne pouvait plus bouger et petit à petit il s'est laissé aller. Et donc j'ai encore cette chance extraordinaire de pouvoir aller le voir à l'hôpital et il me répond en me serrant juste un tout petit peu ma main, quoi. Et donc là, je le regarde et je lui dis, bon, papy, je sais que tu n'y crois pas, parce que mon papy était très terre à terre. Arrête. Je lui dis, je sais que tu n'y crois pas, mais si jamais tu devais aller de l'autre côté et qu'il y a quelque chose, s'il te plaît, viens me voir et dis-le-moi, quoi. Viens me dire si c'est vrai ou pas. Et donc, l'enterrement se fait le vendredi, il se fait incinérer, c'est le vendredi, et le samedi, je tourne toute la journée dans mon studio à la maison, où je n'ai jamais rien. Vraiment, je n'ai jamais de phénomènes paranormaux dans ce studio. Et je suis en train de tourner et j'ai que des bugs. Mon micro s'allume, s'éteint. Gilles, il a des grésillements dans son casque. La lumière fait des trucs bizarres. On est là, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Et on est en train de faire une vidéo sur la poupée Annabelle. Et donc, moi, je me dis, promo, je vais un peu en jouer. Je prends mon téléphone, je fais une story. Et donc, je dis, ouais, les gars, je suis en train de faire une vidéo sur Annabelle. Et juste, comme par hasard, il se passe des trucs chelous dans le studio. Et comme ça, je me dis, je tease un peu sur la vidéo. Sauf que là, j'ai une nana qui me répond directement, que je ne connais pas, une abonnée. Et je vois son message. Et elle me dit, mais Gilles, si ça se trouve, c'est ton grand-père. Et là, je regarde Gilles et je dis, mais en fait, elle a peut-être raison. Donc, je sors mon petit K2. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le K2, c'est un petit boîtier qui permet de capter les ondes électromagnétiques. Je prends mon K2, je me mets, donc ça règle toujours. Je suis dans mon fauteuil, sur ma chaise, j'ai mon petit K2 comme ça, il est vraiment loin de moi, il ne se passe rien, il ne s'allume pas, il n'y a rien. Et là, je dis, papy, est-ce que c'est toi? Et là, mon K2, mais non, dans le rouge. J'ai discuté pendant 12 minutes avec mon grand-père. Ah, c'est incroyable. Toutes les questions, il répond du tac au tac. Quand je parle ou pendant que je suis en train de parler, la machine ne réagit pas du tout. Il attend que j'ai fini ma question et tout de suite ça répond. Ah, c'est incroyable. C'est dingue. J'ai demandé s'il avait entendu mon discours à l'enterrement. Il a mis oui. Ah, waouh. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Oui. Ah, c'est dingue. J'ai demandé s'il était avec sa maman, mon arrière-grand-mère que j'ai connue. Il m'a dit oui. Et alors incroyable, je lui dis est-ce qu'elle vient parfois me voir? Et là j'attends. Et il y a un petit temps de latence entre le moment où je pose la question et au moment où il revient me parler. Et donc, j'ai vraiment eu ce sentiment que c'est comme s'il était là et qu'il lui avait dit « Est-ce que tu vas voir de temps en temps, Gilles ?»« Ah oui, ok, je lui dis. Ah. » C'est comme s'il avait été demandé et puis qu'il était revenu et qu'il avait répondu. C'était hallucinant. Ouais, c'est incroyable. Et j'ai tout en vidéo. J'ai la vidéo de la discussion. Mais le truc, c'est que, tu sais, quand on parle du K2 et de ce genre de choses, les gens, ils sont parfois ultra sceptiques et ils disent, oh, ça veut rien dire. Il suffit de s'imaginer, le truc ne s'allume jamais. En vrai, un K2, la plupart du temps, tu l'utilises, il y a clairement rien qui se passe. Ouais. Donc le fait que ça s'allume suite aux conversations, c'est vraiment absolument pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est pas... J'ai des enquêtes où je peux me balader pendant plus de 2 heures sans avoir une seule réaction sur cette machine. Ouais. Et puis tout d'un coup, tu sens aussi que
l'énergie du lieu change, qu'il se passe quelque chose. Et pile quand tu poses des questions, ça répond. Ouais. Bon, alors je veux bien qu'il peut y avoir des coïncidences, mais il y a des coïncidences qui sont quand même assez troublantes. Mais je comprends que certaines personnes n'y croient pas du tout, parce que ceux qui n'ont jamais rien vécu sont totalement légitimes de ne pas y croire. Je repense à la fois où on était parti dans une maison. Non, c'était pas une maison, c'était un espèce de... Cet horrible endroit là où on avait été, où il y avait ce truc qui nous parlait. C'était horrible. Mais toi-même, tu disais que la maison dans laquelle t'habitais initialement, elle était hantée. Celle dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Ouais. Quand on est arrivé, on avait des petits phénomènes paranormaux. Mais j'ai envie de dire, c'est une maison de 1800, donc oui, cette maison, elle a vécu, elle a connu plein de vies, plein de familles, mais je n'ai jamais... Personne ne m'a jamais fait de mal dans cette maison. Dans ta maison. Les enfants ont toujours très bien dormi. Jamais personne n'a vécu quelque chose qui faisait peur. Mais c'est vrai qu'on a fait nettoyer la maison pour pas être embêté par des petits bruits ou des petites choses, mais jamais rien de grave. Et quand tu dis faire nettoyer, ça consiste en quoi? Genre, comment tu fais nettoyer un lieu? La sauge, les trucs comme ça? Alors, la sauge, aujourd'hui, il y a... Alors, j'ai pas envie de dire des études, parce que ce ne sont pas du tout des études scientifiques, mais il y a vraiment une partie des gens qui disent aujourd'hui que la sauge va vider complètement un lieu de toutes ses énergies et que tu dois impérativement y remettre de l'énergie, parce que sinon, en fait, c'est comme si tu enlevais tout un bouclier et que tu laissais rentrer tout ce que tu veux dans la maison, y compris les mauvaises choses. Donc, la sauge fait un vide complet, mais laisse un vide aussi, ce qui est pas si bien. Alors, tu as une autre option qui est le Palo Santo, qui est une plante plus d'une branche chamanique qu'on va utiliser aussi pour purifier. Alors, certaines personnes n'aiment pas trop que les Occidentaux l'utilisent parce qu'on parle, par exemple, d'appropriation culturelle. Et là-dessus, moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer des membres d'une tribu de la forêt amazonienne du côté du Brésil. Ah ouais? Oui. Alors, Comment est-ce qu'on rencontre ces gens? mercredi après-midi, j'ai eu la chance de rencontrer une tribu. Ok, let's go. Trop bien. En fait, il y a des rencontres qui se font un petit peu, c'est un petit peu caché et secret. Ce sont des membres d'une tribu qui voyagent un peu partout en Europe et qui vont à la rencontre d'occidentaux comme nous, qui sont avides d'apprendre les plantes, la médecine ancestrale chamanique. Ouais. Tu sais, il y a pas mal de gens qui font des cérémonies d'ayahuasca aussi. C'est quoi? C'est le truc où on lèche une grenouille? Non. Non. Alors, on lèche pas la grenouille, ça c'est le kambo. Mais en fait, ils te font trois petites marques, enfin 3 petits trous dans la peau, et puis en fait, ils te mettent du produit de la grenouille, et je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais. Non, parce que ça peut être dangereux. Ouais. Ça te fait, en fait, ça te provoque. Comme quand tu te fais mordre par un serpent, quoi. Tu vois, il y a c'est du poison. Ouais. Donc en fait, ton corps va en fait se vider de toutes parts. Il y a des gens qui gonflent et en fait ils utilisent le kambo pour purifier, pour faire une purge. En fait, c'est en gros tu fais une purge psychologique, émotionnelle et physique. Ça augmente drastiquement tes battements cardiaques. Donc si tu as des problèmes cardiaques, c'est une très mauvaise idée. Ah oui. Et puis surtout, tu sais pas du tout comment tu vas réagir. Si ça se trouve, tu vas gonfler, tu ne sais plus respirer. Enfin, ça peut être très dangereux. Je n'essaierai jamais ça. Mais il y a d'autres choses comme le râpé par exemple. Le râpé, c'est du tabac mélangé aux écorces d'une plante. C'est absolument pas du tout un psychotrope, donc c'est pas une drogue, mais ça va t'ancrer, ça va t'enraciner. Enfin voilà, ce sont toutes des plantes de chamans de là-bas où tu peux apprendre, tu peux les tester. Bon, il y en a qui testent un petit peu de tout. Moi, je pas friand de ce genre de choses parce que ça me fait trop peur. Mais bref, je rencontre ces membres de cette tribu qui sont là et j'ai posé cette question avec l'interprète qui était là en disant « Qu'est-ce que ça vous fait d'être face à un groupe de blancs privilégiés et qui sont là et qui sont là, je vais essayer de me reconnecter à la nature. Est-ce que vous trouvez pas ça inapproprié en fait de notre part d'essayer de se reconnecter à des choses qui ne viennent pas de chez nous mais qui viennent de chez vous? Et il m'a répondu, à partir du moment où c'est utilisé à bon escient, que c'est pas pour en faire un business et que c'est surtout pas pour vous autoproclamer d'un titre que vous n'êtes pas censé avoir. Genre, par exemple, tu sais, Josiane, 56 ans, a été faire un stage au Brésil et puis elle met chaman sur son compte Instagram. Tu n'es pas chaman, Josiane. Calme-toi. Tu n'es pas chaman. Le mec qui a vécu toute sa vie dans la forêt amazonienne, qui a reçu cet enseignement de la part de ses ancêtres, qui a vécu
des phases dans sa vie pour arriver à ce stade de chaman. Ça fait 50 ans qu'il fait ça dans la forêt. Ouais. Lui, il est chaman. C'est sa vie, quoi. C'est sa vie. Donc ça, ils aiment pas. Ils aiment pas les gens qui s'autoproclament quelque chose, qui les dépassent. Mais il dit, par contre, s'intéresser et revenir à la source, revenir aux bases. Il dit, nous, ça, on est honoré que les gens soient intéressés par ça, parce que finalement, pour eux, c'est leur vérité. C'est si tu le vois comme quelque chose de sacré, que tu en prends soin, que tu fais attention et que t'es hyper respectueux, ils y voient absolument aucun souci. Mais eux, ils croient en quoi du coup? C'est quoi leur C'est la nature principalement. La nature, ok. C'est tout ce qui les entoure. Ça va être jusqu'à la plus petite bête va être vraiment avoir son importance. Une plante, le soleil, la pluie, le vent, tout va avoir une interprétation et tout ce qui est vivant possède une âme en fait. Vraiment. Mais tu sais, l'histoire des grenouilles là dont tu parlais tout à l'heure, ça me rappelle, Olivier il m'avait dit qu'il y avait il y a des Américains, je sais plus qui, enfin bref, ils ont pris la pilule, enfin de ce poison de grenouille, un extrait de ça, et il avait fait un témoignage sur, je sais pas, Twitter, bref, en disant que c'était la drogue qui réinitialise. C'est comme si tu étais dans l'univers, genre. Ok. J'ai dit, mais. La DMT? Ouais, ça doit être ça. Mais c'est vraiment le truc de l'extrait de grenouille, quoi. Je me suis dit, mais moi, si je faisais ça, je pense que je reviendrais pas normal. Genre, vraiment, tu fais quelque chose comme ça, tu sais pas comment est-ce que tu vas revenir. C'est vrai, hein. Il y a plein de gens qui font de l'ayahuasca au Pérou ou dans d'autres cultures. Donc l'ayahuasca, c'est un espèce de jus d'écorce d'une plante de là-bas c'est un psychotrope. Donc là, c'est vraiment un vrai psychotrope. Ça te fait avoir un trip. Tu vas avoir des hallucinations visuelles, auditives. Et alors, ça te purge. Ouais. Donc tu vomis, t'as la let's go. Et il y a plein de gens qui font ça pour vraiment faire un reset complet, des gens qui ont vécu des traumatismes. Il y a certaines personnes qui ressortent d'une séance d'ayahuasca en disant ce que ça m'a fait en une nuit, je l'ai pas eu en 15 ans de thérapie chez le psy, quoi. Oh, wow. Donc ça peut parfois avoir des effets extraordinaires sur quelqu'un, ça peut faire revivre ou en tout cas faire ressortir certains traumas pour que tu t'en libères, pour que tu comprennes. Et puis il y a d'autres personnes qui vont faire ce type de cérémonie, qui ont des troubles psy, qui sont dépressifs et qui en fait sont pas du tout capables de gérer ça. Ah ouais, non, tu peux pas. Faut être solide. Hein. Il y a des gens qui ressortent de là en étant bien plus arrangés que quand ils sont arrivés. Donc c'est réellement risqué parce que tu sais jamais ce que ça va faire sur ton corps. Et toi, c'est quoi qui t'a fait t'intéresser à tout ça de base? À ce monde en fait. Je suis intéressée par ça depuis que je suis toute petite, hein. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a démarré à l'âge adulte où je me suis pas dit à 25 ans, c'est pas une hype sur les réseaux, non, c'est vraiment, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Et c'est en fait de s'intéresser à, est-ce qu'il y a vraiment que nous, tu vois? Parce que souvent, en fait, l'humain a cet ego de penser qu'il est le seul, qu'il est le plus grand, le plus fort, et qu'il y a rien d'autre. Et j'arrive pas à concevoir qu'il y a que nous. J'ai vraiment cette infime conviction personnelle qu'il y a plus grand que nous. Et donc c'est d'essayer de chercher des réponses, quoi. Mais en fait, je comprends totalement. Puis, tu sais, chacun sa forme de croyance, hein. En réalité, on est des humains. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi on est là? Il y a quoi autour? C'est aussi de la curiosité. C'est une certaine forme d'émerveillement aussi sur tout ce qui nous entoure, tu vois. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Après, il y a aussi des gens qui sont un petit peu plus réceptifs à ça que d'autres, quoi. Moi, j'y crois. Tu sais, même à mon anniversaire, j'avais fait venir une voyante, une médium, et j'étais rentrée dans la pièce avec ma mère, en fait, on était toutes les deux, et la voyante, elle commence à dire « Oh là là, je sens la présence d'une petite fille, là, c'est très pesant, hein. Elle est à côté de vous, madame », en parlant à ma mère. Donc évidemment, c'est ma sœur. Et elle commence à donner des détails sur la maladie de ma sœur. Elle parlait de globules blancs, de maladie d'Hodgkin. Elle allait vraiment deep dans ce que ma sœur elle a vécu. Ça m'avait perturbée grave. J'ai arrêté de ne pas y croire. Je me suis juste dit oui, il faut accepter qu'il y a des gens qui lisent des choses, quoi. Est-ce que tu as parfois des signes dans le quotidien ou des choses où tu te dis ah oui ok ça c'est sûr c'est elle, ça peut être une musique ou des moments où tu penses à elle et pile au moment parce que par exemple là ces derniers temps donc depuis que mon grand-père est décédé parfois je suis dans la voiture je pense super fort à lui et puis tout d'un coup je passe dans une zone où j'ai moins de réseau et donc j'ai ma radio de la voiture qui bug un peu et ça va se mettre sur Musique 3, c'est une radio de musique classique et mon grand-père n'écoutait que ça. Ouais. Et j'ai vraiment ce truc du ah oui ok et j'étais en train de penser à lui 2 minutes avant quoi donc c'est vraiment des petites choses comme ça. Et plus maintenant ou alors je suis beaucoup moins attentive. On s'est toujours dit avec ma mère que c'était des plumes blanches et quand on en voit on a l'impression que c'est ma sœur. Donc quand j'en vois une je pense directement à elle mais plus tant tu sais.
Mais des fois, je sais qu'elle vient me visiter dans des rêves et me parler. Genre, souvent même, on se rejoint sur un banc. Ah, wow. Ouais, et je sais que je vais m'asseoir sur un banc et qu'elle va venir, quoi, et qu'elle sera là, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que je la vois vraiment toujours d'une seule façon pendant sa maladie, mais au début. Ok, ouais. Donc, avant, elle avait les cheveux super longs. Et quand on a appris qu'elle était malade, on les a coupés au carré. Et donc, à chaque fois que je la vois, elle est coupée au carré. Et Peut-être parce que c'est comme ça que elle se matérialise aussi. Ah ouais, en tout cas, à moi, ouais. Ouais, c'est très spécial. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Mais ça me fait pas peur, hein. Non, bah pourquoi ça devrait ça Bah ça pourrait faire peur. Oui, ça pourrait faire peur, mais il faut te dire que c'est quelque chose justement de beau et que c'est une chance de pouvoir, tu vois, qu'elle vienne à toi et qu'elle te parle. Mais tu vois, comme toi, t'as dit à ton grand-père, oui, faudrait que tu me vois et tout, dans l'au-delà, que tu me fasses un signe. Moi, je l'ai dit à ma sœur aussi, tu vois. Wow. Ouais, on a eu cette conversation. Je lui ai dit, ben, par contre, faut que t'ailles me voir de l'autre côté. Je sais pas comment tu dois faire ou comment tu peux faire, mais faut vraiment que tu viennes me voir. Donc, du coup, des fois, quand j'ai des signes, je me dis, ouais, elle m'a écouté. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est mignon. Tu sais que j'ai une poupée vaudou, elle est derrière, hein. Celle qu'on a ramenée? Elle est totalement derrière. Moi, je l'ai toujours. Bah ouais, moi aussi, j'ose pas la jeter. Oui, je t'avais dit. J'ose pas la jeter, on me l'a imposée. J'ai suivi Jill en Louisiane. Et on rentre dans un magasin et d'une seconde à l'autre, je finis avec une poupée vaudou à mon image. Je n'ai jamais dit oui pour ça. Alors j'ai pas signé pour ça. Signé pour ça. Je suis j'ai une poupée vaudou. Ouais. Bah ça c'est toi. Et en plus la fille, elle dit ouais, faut vraiment en prendre soin. Elle nous a donné toute une guideline de choses à faire. Moi je l'ai toujours précieusement aussi. Hein. Tu l'as mis où? J'en prends grand soin. Ben moi j'ai mon petit hôtel. Avec mes petites... Moi j'ai un hôtel. Tu moi. fous ma gueule. Non, moi j'ai un hôtel à la maison avec mes petites. C'est là où je me mets quand c'est la pleine lune ou quand je veux faire un petit rituel ou un truc, et elle est là, elle est bien là. Et tu sais, on avait mis un petit papier, on avait mis un petit mot qu'on avait glissé à l'intérieur de son petit... J'ai oublié. Tu vois, on a un petit cœur ici, on avait fait une demande. Oui. Et on avait écrit cette demande. Et en fait, dedans, t'as ton petit papier qui est normalement encore toujours à l'intérieur dans sa petite poche, là, la petite poche ici. Arrête, attends, je regarde. Elle est juste derrière, j'ai oublié ça. Mais ne la monte pas à l'écran, hein. Ah ouais? Non. Cache-la. Là-dedans, il y a un On la mot. floutera. Il y a ton petit papier, normalement. Il y a de l'herbe. Ah, toi, t'avais mis de l'herbe. Moi, j'avais mis un papier. Ah, ça sent grave la lavande. Ok. Et donc voilà, et de temps en temps, je lui remets. Tu sais, moi j'avais acheté cette petite huile dans le magasin. Là, il avait fait une huile spéciale pour la chance. Oui. Mais J'ai mon petit pochon, j'ai mon petit truc. Je remets bien ma petite huile. Pareil, elle avait donné des indications pour ça. Oui, ça vous l'utilisez, mais dans des circonstances spéciales. Quand c'est la lune, le 4 du mois, vous lavez, mais pas trop, l'eau tiède, mais pas trop chaude. J'ai dit, alors là, moi, j'achète pas cette parce que je vais mal utiliser son truc là. Ça va me faire pousser un autre bras ou je sais pas quoi. J'ai dit c'est mort. Moi j'étais surtout là. Et si j'ai plus l'huile après, ça fait comment? Je retournais là-bas en faire quoi. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie, juste un tout petit peu, tu vois, en me disant comme ça je l'ai pendant 50 ans cette huile. Je te jure. Pareil, on rentre dans un magasin, il y avait une petite poule et elle était trop mignonne. Oui, mais c'est dans ce magasin-là qu'on a acheté. Enfin, quand j'ai acheté l'huile et la bougie et les trucs là contre les mauvais sorts. Je suis là, je caresse la poule et tout, trop mignonne la poule. Et je sais plus qui vient me voir en me disant bah voilà, du coup tu as rechargé la poule en énergie, ils vont l'exécuter juste après. Donc horrible. C'est une poule sacrificielle. Ah, OK. Bon. Super. Ah ben génial. En plus elle était vraiment très mignonne. C'est des toutes petites poules avec des poils des plumes un peu longues comme ça, des grosses pattes. Elle était super mignonne. Ouais, il sacrifie. Et craque dedans. Ouais. Finito la poule. Et quand on a été voir cette dame qui faisait du vaudou. Ouais. C'était quoi? Elle était fâchée, elle avait l'air hyper fâchée sur moi parce que j'avais dit oui. De nouveau, j'avais posé la question, est-ce que vous trouvez qu'on fait de l'appropriation culturelle en faisant ça? Alors qu'elle était mariée avec un blanc, qui était derrière son ordi là, elle m'avait montré son mec en disant... Il est de quelle couleur, lui? Il est pas noir, hein, il est blanc, hein. Oui, d'accord. Moi, je voulais juste pas manquer de respect, quoi, tu vois. C'était qui cette dame, en fait? C'est genre une prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans qui est ultra méga connue, qu'on a déjà vu dans des films, dans des séries, et c'est une vraie prêtresse vaudou. Moi, je lui ai quand même filé mes boucles d'oreilles. Ouais, je me rappelle très bien. Elle était très contente, d'ailleurs. Ouais, elle les a adorées. Elle se fait rincer dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, mais par contre, ce qui était génial, et ça j'ai adoré, c'est que... justement, quand j'ai posé ces questions un peu sur l'appropriation culturelle, elle me le disait, mais regardez, dans ma pièce, il y a de tout. Et c'est vrai qu'il y avait des statues de Jésus, puis il y avait ces statuettes africaines, mélangées à des trucs de la religion musulmane. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et elle disait, mais en fait, tout peut cohabiter, parce que au final...
il y a sans doute une seule et même source, et puis chacun en a fait son interprétation de la source, en fait. Totalement. Mais on vient tous de la même source, donc il n'y a pas d'appropriation de quoi que ce soit, puisqu'on est tous venus du même noyau, quoi. C'est vrai que cette pièce, elle était totalement lunaire. Ouais. C'était une espèce d'immense pièce dans laquelle il y avait 1 milliard d'objets, mais partout, sur les murs, au plafond, par terre. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et elle était là, c'était sa pièce, en fait. Ouais. Mais à la Nouvelle-Orléans, c'est comme ça. Eux, ils y croient, ça fait partie de leur vie, quoi. Tu nous avais même ramené des chasseurs de fantômes des États-Unis. Oui. Tu te souviens, t'as joué au poker ou au blackjack avec des fantômes. Ouais, c'est lunaire, hein, dit comme ça. C'est lunaire, oui, non, vraiment. C'est dit comme ça a l'air très... très spécial. Mais c'était qu'on voyait sur sa machine que ça s'asseyait sur la chaise et que le truc bipait au même moment. C'était complètement fou aussi, totalement lunaire. Et ce gars... Quel gars? Quand on a été dans ce placard à balai, qu'on se faisait insulter à mort par le fantôme. Et il nous a pas traités de pute. Oui. Un fantôme misogyne qui nous détestait. Mais c'est vrai, ça. En plus, moi, quand j'allais dans le placard, il voulait pas me parler à moi. Il parlait qu'à toi. Ça m'a saoulée. J'ai dit, mais moi aussi, je veux parler avec un fantôme. Ça a l'air super cool. Et on le voyait, il y avait ce truc où on le voyait comme ça à côté de nous, bouger comme un espèce de robot désarticulé. Comme ça, c'était trop bizarre. Moi, le truc qui m'avait un petit peu marqué quand même, c'est quand on était partis dans une maison, on a visité une maison. Et là, il y a une dame, du coup, c'était une visite de nuit, bien entendu. Et elle nous dit, voilà, donc là, vous êtes au milieu d'un portail. C'est quoi un portail? Alors, tu as un miroir à gauche, tu as un miroir à droite de la pièce, et donc ça s'appelle un portail. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et elle nous parle de l'environnement, et elle nous dit, voilà, donc à ce lieu très précis, c'est là où un tel s'est fait tirer dessus. Donc parfois, les gens, quand ils viennent dans ce courant-là, ils peuvent leur arriver de s'évanouir. Et je commence à être prise d'une panique ou je sais pas ce qui se passe, mais donc du coup je commence à m'évanouir. Et je me dis, mais... T'avais la gerbe et tout. J'étais très mal. Ouais, t'étais vraiment pas bien. Mais tu sais que tout à l'heure, Jill, quand on parlait, toi et moi, ça me l'a fait. Hein. Ah ouais? Je te le jure, Jill. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de trop en parler parce que je me dis, putain, je vais faire une crise d'angoisse. Ah non, mais je te jure, quand on a commencé à parler, j'ai commencé à dissocier un peu, je sais pas pourquoi. Je te jure. Ramène pas quelqu'un. Non, j'ai personne avec moi, non, ça va. T'es sûre? Sûre et certaine. Tu parles à plein de fantômes. Pourquoi il y en a pas un qui squatte avec toi tout le temps? Parce que je leur laisse pas l'opportunité de s'accrocher à moi, quoi. Moi, ça, j'aurais peur que ça m'arrive quand même. Tu sais, j'ai un peu cette équipe, j'appelle mon équipe lumineuse, c'est un peu de mes anges gardiens et les personnes de ma famille et tout ça qui sont un peu près de moi et qui me protègent, quoi. Oui, je me rappelle, tu te baladais même avec un bracelet, avec des pierres. Oui. Toi, tu crois en ça, du coup, la lithothérapie? Oui. En fait, y a plein de gens qui sont super sceptiques là-dessus, mais à nouveau, je le comprends tout à fait, mais moi je me dis, tu sais, même si c'est un placebo, à partir du moment où ça me fait du bien et où si c'est comme une sorte de gris-gris que j'ai sur moi, je me dis, quand j'ai cette pierre-là, je suis mieux concentrée. Quand j'ai cette pierre-là, si je dois aller faire un entretien pour un truc, je vais avoir plus de chance. Ouais. En fait, si juste cette pierre, elle amène dans ma tête un comportement où je me sens plus forte et tu vois, où ça m'amène quelque chose de positif, en fait, ça fait de mal à personne. C'est juste une pierre, en fait. Et c'est pas grave, en fait. Mais moi, je trouve pas ça du tout ridicule, même si les gens, qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, peu importe. Chacun ses croyances, d'ailleurs. Oui. En fait, à partir du moment, comme tu le dis, où ça déclenche quelque chose chez toi, génial, en fait. Génial. Ouais. Tu sais, j'aime pas les gens qui sont trop premier degré. Ouais, c'est nul, vous êtes bête et tout. À partir du moment où effectivement, ça ne fait de mal à personne et puis ça te ramène un peu de joie ou de. C'est ça. Ou ça te stimule, tant mieux en fait que grand bien te fasse. Tu peux avoir quelqu'un qui a, je sais pas, une petite peluche de quand il était petit, il en a besoin pour passer ses examens. En fait, c'est exactement la même chose. C'est juste un artefact qui te permet de te sentir plus forte. Après, je pense qu'on a toutes les capacités en nous. Parce que je crois vraiment très fort à la manifestation et au fait d'attirer les choses vers toi et que c'est tout un processus et que tu as besoin de rien. Mais si le fait d'avoir une pierre dans ta poche te permet de te sentir plus apte à attirer des choses vers toi, en fait, let's go. Moi, je pars vraiment du principe qu'à partir du moment où ça te fait pas du tort à toi-même,
que tu fais pas du tort aux autres et que ça ne te met pas dans une situation, par exemple, de danger financier. Parce que la spiritualité, c'est chouette, mais ça peut aussi être une belle arnaque et tu peux tomber sur des gens qui vont te faire, tu dois faire une séance toutes les semaines à 100 balles la semaine et en fait, à la fin du mois, tu sais plus payer tes factures. Ça, c'est pas OK. Les gens là qui sont tombés dans l'addiction des voyantes, qui ont mis toutes tes fortunes. Ça, c'est pas OK. C'est pas OK du tout. Parce que là, ça te met en danger, en fait. Si ça te met en danger financièrement, c'est que c'est pas sain. Et si ta spiritualité devient presque comme une addiction, c'est pas sain du tout non plus. Donc il faut pouvoir balancer. Balancer, c'est exactement la même chose que est-ce que tu bois un petit verre de vin de temps en temps quand tu vas au resto avec des copines ou est-ce que tu t'enfiles une demi-bouteille tous les soirs en mangeant. C'est exactement la même chose avec la spiritualité. Il faut vraiment pouvoir faire attention de pas tomber dans les travers, de pas se faire avoir par des charlatans parce que c'est bourré de charlatans dans ce milieu. Totalement. Parce que les gens qui recherchent aussi la spiritualité sont souvent dans une situation de faiblesse. Ils ont un manque, ils ont une frustration, ils ont vécu des choses pas cool et ils se raccrochent à quelque chose qui leur apporte du positif. Et les personnes en état de faiblesse sont les premières à se faire piéger dans des sectes, dans plein de travers de la spiritualité. Et donc ça, il faut aussi être méfiant par rapport à ça, quoi. Mais tu sais, tu parlais de manifestation et en vrai, ça existe tellement, genre c'est assez hallucinant. La science dit que le cerveau, il sait pas exactement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc si tu le conditionnes à croire quelque chose, en fait, il va y croire. Il va totalement y croire et donc vibrer à cette fréquence-là. Donc j'exagère le trait, je dis si tu es convaincu que tu as des millions et des millions dans ton compte en banque, il n'y a pas des millions qui vont arriver, mais tu vas avoir tout un comportement, une dynamique qui va un petit peu se coordonner autour pour s'aligner un peu avec cet état d'esprit, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai manifesté des trucs qui me sont arrivés quasiment dans la foulée. Avec le recul, je trouve ça totalement inexplicable et ridicule tellement c'est pas possible. Tu te dis mais c'est hilarant. Enfin, genre c'est marrant. Pourquoi ça s'est passé? C'est fou. Et on a plus tendance à regarder les choses en se disant oh non ça se passe pas comme ci, oh non ça se passe pas comme ça. Mais regarde le peu de fois où t'as manifesté des choses et qu'elles te sont arrivées, tu les prends pour acquis, mais étonnamment tu les as voulu et demandé et elles te sont arrivées, tu vois. Donc après bon, il y a des gens qui peuvent contester et dire ah donc quelqu'un qui est malade et qui se met dans la tête qu'il est pas malade, il va arrêter d'être malade. Non, c'est pas des choses aussi extrêmes, mais par contre ça peut induire un comportement et un mindset qui peut changer un petit peu, quoi. Bien sûr. Moi je rebondirais sur le fait de quelqu'un qui est malade, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui a pu le rendre malade, au-delà d'un virus ou de quelque chose. Qu'est-ce qui est à aller chercher plus loin? Quels sont tes traumas? Quelles sont les choses qu'en fait tu enfouis en toi depuis des années, des non-dits, des peurs, des choses qui en fait t'abîment de l'intérieur et abîment aussi ta santé. De pouvoir aussi mettre des mots sur des mots, MAUX, ça permet aussi parfois de pouvoir... regarde, notre corps parle sans arrêt. Quand les gens qui ont du psoriasis, qui ont de l'eczéma... moi, il suffit des moments où je suis plus anxieuse, je vais commencer à faire des taches, des trucs ou des plaques d'eczéma et tout ça, parce que je sais vraiment que c'est mon corps qui me dit wow. Maintenant, tu ralentis un peu parce que là, c'est trop pour toi et ton corps réagit d'une certaine manière, quoi. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est important d'aller creuser le pourquoi du comment et de ne pas se dire juste je suis malade, c'est une fatalité, mais de se dire ok, je me soigne avec la médecine traditionnelle parce que c'est très important. Là aussi, de nouveau, un cas de figure où si tu tombes sur quelqu'un dans la spiritualité qui te dit t'as un cancer et qui te dit arrête tous tes traitements et non. Allez bien chez le médecin, faites vos traitements, mais faites peut-être d'autres choses aussi à côté en plus, pour essayer de creuser d'où ça vient et de te libérer peut-être aussi émotionnellement de choses que tu portes sur les épaules depuis des années. Ou... C'est ça. Toi, tu connais un peu la médecine chinoise? Beaucoup moins bien. Ça se fait pas apparemment d'appeler ça comme ça, mais parce que c'est trop stéréotypé par rapport à tout ce que ça représente en layers et sous-layers. Mais je trouve ça fascinant même le fait de l'acupression et le fait de croire que tout ton corps il est tellement connecté que généralement, si t'as mal au ventre, c'est qu'il y a un problème un tout petit peu plus deep que celui-là, quoi. Et ils vont appuyer sur ton oreille et dire ah non, mais en fait c'était ton chi ou je sais pas quoi qui était pas accordé. Mais je te jure que moi, la première fois où ça m'a frappé, c'est quand je suis partie en Chine et que j'avais la nausée sur le bateau et qu'il y avait deux petites dames qui étaient là et il y en a une qui me touchait la main et l'autre qui touchait mon front ou mon bras, je sais pas, pendant peut-être 5 minutes. Et juste après, j'avais plus du tout le mal de mer, alors que c'était genre
violent, je pouvais même pas me lever dans le bateau. Et donc elles étaient juste en train de stimuler les points de blocage. Et je te dis, 5 minutes après, j'étais ok, je pouvais marcher sur le bateau. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et elles étaient en train d'essayer de m'expliquer que c'était de l'acupression, quoi. Et à partir de ce moment-là, je m'y suis super intéressée et j'ai trouvé ça juste trop fascinant et génial. Bref, normalement, les énergies sont supposées circuler dans ton corps et si jamais ça circule pas, c'est qu'il y a un problème. Un des premiers signes que je savais à chaque fois que j'étais enceinte, c'est que j'avais à chaque fois ici mon pied qui commençait à gonfler et qui devenait plus bleu. Et en fait, c'est le point de l'utérus. C'est pas vrai. Et je te jure, et je disais... Ah, ok. Arrête. Il y a un truc qui se passe au niveau, il y avait quelque chose qui se passait au niveau de mon utérus, quoi. Et avant d'accoucher aussi, mon pied, genre, quelques heures avant l'accouchement, mon pied était hyper gonflé dans toute la zone quand c'était sur le, allez, comment t'appelles ça, la, réflexologie plantaire, ben, sur les points de réflexologie plantaire, c'était vraiment mon utérus, quoi. Et ça se voyait qu'il y avait quelque chose. Toi, t'en as eu des gosses, hein, donc tu peux avoir le parallèle. Tu sais très bien que il y a un point de comparaison à chaque fois. Oui, c'était à chaque fois la même chose. Donc c'était assez troublant aussi de se dire, ok, bah mon utérus, il est aussi ici, quoi, tu vois. Dans ton pied. Dans mon pied. Mais t'en as combien d'enfants? 4. Ah, mais tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Non, donc 4, c'est bien. Avec la petite dernière qui a quel âge déjà? 3 ans et demi. Oh, déjà. Donc ça fait 3 ans et demi que j'étais venue dans votre première maison, puisqu'elle était toute petite à ce moment-là. Oui. Et quand la première fois qu'on s'est vus, c'était au tout début que je commençais à essayer d'avoir un bébé avec Simon. C'est vrai? Ouais, je crois que j'allais arrêter ma pilule ou un truc comme ça au moment où on s'est rencontrés et qu'on a fait notre première enquête ensemble. Notre première enquête, qu'on est parti voir des fantômes. C'était un château, je sais plus. Je me rappelle, en plus, j'étais rentrée à la maison ce jour-là, j'étais toute seule. Jill m'appelle, on fait une enquête, donc elle m'emmène dans un... C'était quoi? C'était un ancien, à côté d'un EHPAD. Ah, c'était un EHPAD? Mais c'était à côté d'un EHPAD et ce bâtiment, c'est un vieux château, je sais plus à quoi ça avait servi. Genre d'hôpital, où les gens, ils ont vécu des trucs, parce que je me rappelle que par terre, il y avait des dossiers de patients. Oui, je pense peut-être un truc pour la tuberculose ou tu vois un sanatorium ou c'était un truc dans ce style-là. Voilà, donc on arrive là-bas et tout et il y a donc à côté effectivement un EHPAD et on croise des aides-soignantes et elles nous disent Jill elle leur dit alors c'est vrai qu'il se passe des trucs là-bas et tout le monde en mode ah bah oui il se passe des trucs ouais non nous on est terrifiés par cet endroit chaque soir je sais plus ce qu'elle nous disait chaque soir on entend des trucs trop bizarres ici enfin toutes les aides-soignantes elles avaient archi peur de cet endroit et donc Jill c'est super on va passer une fabuleuse enquête let's go moi j'étais ok let's go tu vois putain on arrive dans cet endroit là et pareil c'était petite enquête c'était immense en plus cet endroit. C'était immense et c'était la première fois. On avait un autre gars avec nous, avec qui on n'avait jamais fait d'enquête, qui lui avait un peu plus de matériel. C'était le début du moment où j'ai commencé à utiliser du matériel parce que je m'étais dit à ce moment-là que c'était complètement fou. Et lui, il avait, tu sais, cette espèce de radio qui balait les fréquences radio. Ah oui. Et ça fait et alors on avait des mots, on entendait des voix, on avait eu démons, puis on avait demandé s'ils étaient, est-ce que vous êtes plusieurs? Et il avait dit beaucoup. Genre on avait eu que des trucs fous. Non mais c'était lunaire et franchement encore une fois à ce moment-là j'étais ultra pragmatique et j'y vais et on est tous non mais franchement faut quand même mettre ça c'est un truc de blanc tu vois faut franchement être faire un truc comme ça et si on se réunissait tous dans le noir et qu'on appelait les fantômes let's go et donc c'est ce qu'on a fait it's gonna be so much fun. Yay! C'est vraiment ça, vous voulez pas aller au cinéma et puis ensuite on se sépare tous on court tous dans un endroit différent comme ça on meurt tous séparément. Toi tu vas à l'étage toi tu vas en bas. C'est vraiment ça c'est vraiment un truc de blanc un truc exactement ça quoi et on était là dans le noir et vraiment j'attendais rien de ce moment et je te jure son truc de radio là que l'autre il a ramené à un moment donné ça finit par dire un bonjour et moi je suis attends mais pourquoi on entend un bonjour là ça me fait très bizarre et enfin bref j'ai commencé à faire une crise de panique je rentre chez moi. J'en parle à Olivier au téléphone qui me dit arrête, pareil, c'est des trucs de blanc, arrêtez de faire des trucs comme ça et tout. Ramène pas de démons et tout. Il me dit c'est faux, c'est que des hasards, c'est qu'un hasard collectif. Et je dis non, je te jure Olivier, c'est pas un hasard collectif. Et à chaque fois que je lui disais que c'était pas une hallucination collective, il essayait de me convaincre que c'en était une. Ouais. Pareil, la Ouija, j'en ai pas fait avec toi. Non. Mais moi j'en ai fait avec des gens, c'était pas un hasard, je le sais très bien que ça a bougé ces trucs-là. Il y a pas de hasard, franchement. Il y a pas de hasard. Pour moi, il y a pas de hasard. Non. Tout est interconnecté. C'est comme si on était une énorme toile d'araignée. C'est comme si le monde était une immense toile d'araignée
Et que si tu bouges un des fils, bah ça a une résonance en fait jusqu'à l'autre bout de la toile, quoi. Et c'est un peu comme l'effet papillon. Ouais. C'est vraiment quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, ça va avoir une résonance sur tout le reste. Et je ne peux pas croire, enfin je n'arrive pas à croire qu'on ne résonne pas avec les autres. Non, je pense aussi qu'on résonne même avec les autres humains, quoi. Ah oui, bien sûr, avec les autres humains. Ouais. Quand tu sors dans la rue et tu vas croiser quelqu'un et tu vas lui faire un super grand sourire ou juste dire bonjour, et ça va amener un truc positif à la personne qui va du coup le rendre à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un de sa famille, puis qui du coup, tu vois, ce n'est que un domino tout le temps, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que... C'est des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple, quand je suis en voiture, quand je laisse passer quelqu'un ou quoi, ou quelqu'un me laisse passer en voiture, je vais toujours essayer de croiser le regard de la personne, je vais faire un grand sourire, je vais dire merci. Parce que je sais que la personne dans sa voiture, elle va dire « Ah, elle m'a dit merci ». Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est tout con, mais en fait, ça va juste amener un truc positif chez la personne, elle va peut-être rentrer de meilleure humeur chez elle, que, tu sais, tu te mets un peu sur le côté pour laisser passer quelqu'un, et le mec, il comme ça derrière son volant, t'es là, mais connard, quoi, tu vois. Ça me... Vraiment, ça m'énerve, genre, qu'est-ce que ça pourquoi tu dis pas merci? Genre, ça te prend une seconde de juste faire, limite, me regarde pas, mais fais juste un petit, comme ça, tu vois. J'essaie de travailler sur moi pour éviter que ça m'impacte quand les gens ils sont comme ça justement. Parce que j'ai trop du mal. Mais je sais plus qui disait ça. La meuf, elle s'appelle Mel Robbins. Elle dit oui, incroyable Mel Robbins. La dame. Oui, tu l'as lu? Ouais, non, je l'ai écouté. Ok, donc c'est une théorie qui veut que toutes les petites choses du quotidien qui vont avoir une incidence sur toi, en fait, tu n'es absolument pas responsable de ça et tu ne dois pas en prendre la responsabilité. Donc c'est vraiment le fait de te dire, ok, cette personne est de mauvaise humeur. En fait, laisse-la être de mauvaise humeur. Juste, et c'est vraiment ça, c'est let them. Elle parle sur toi, let them. Genre, ça n'a aucun impact sur toi. Et surtout, qu'est-ce que cette énergie négative, comment est-ce que tu peux la transformer en quelque chose de positif pour toi? Et juste... C'est pas mettre des œillères surtout, mais en fait c'est juste choisir tes combats aussi. Ouais, ça t'appartient pas en fait. Ça t'appartient pas et ça ne t'apporte rien. Ouais. Ça tu vois, t'as entendu que quelqu'un avait parlé sur toi, ben est-ce que ça va avoir une incidence plus positive après aller le répéter à quelqu'un d'autre? Puis après, tu vois, et en fait, finalement, ça va faire qu'un espèce de cercle de trucs négatifs. Alors que si tu dis juste, tu sais quoi, en fait, j'ai même pas envie de savoir ce qu'on a dit sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'appartient pas. Totalement. It's not my fucking problem. Et ben justement, les gens qui viennent rapporter, tel a dit ça, je les trouve tellement toxiques parce que je t'ai rien demandé en fait. J'ai pas besoin de cette énergie-là et j'en veux pas. Pourquoi tu penses que je voudrais savoir ce que quelqu'un a dit de méchant sur moi? Non. En quoi ça va me faire sentir bien dans ma journée? Moi, j'ai plein de gens, des abonnés qui me disent oh mon Dieu, est-ce que t'as vu les commentaires sous cet article de presse? Je ne veux pas savoir. En fait, au moins j'en sais, au mieux je me porte. Depuis que j'ai arrêté d'aller lire les commentaires, c'est étonnant, hein, ma vie va beaucoup mieux. Et surtout, dans la vraie vie, il ne se passe rien. Personne ne vient me voir dans la rue en me disant t'es qu'une grosse connasse, je te déteste. Personne. Tu vois, je n'ai que des gens gentils qui viennent me voir. Personne n'est venu faire un gros graffiti sur ma baraque en disant brûler la sorcière. Donc, moi je dis toujours, tu sais, à partir du moment où j'ai pas des gens avec des fourches devant chez moi qui sont là, brûlez-la! Tout va bien. Franchement, si un bon matin t'as des gens avec des fourches devant chez toi, ce serait quand même une énorme dinguerie. Fais-en un TikTok au moins. Oui, c'est bon. Regardez. Tu sais, quand en manifestation, par exemple, on dit qu'il faut jamais que tu écrives je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus être pauvre, ou je ne veux plus être malade, parce qu'en fait, la seule information que tu envoies à l'univers, c'est pauvre, malade, triste. Ok. Elle a dit pauvre, elle a dit malade, elle a dit triste. Et en fait, c'est vraiment un boomerang, quoi. Ouais, tu dois penser positivité. Tu dois toujours penser comme si, c'est exactement ce que tu disais là tout à l'heure, c'est penser comme si tu l'avais déjà. Parce que ça t'amène à un mindset qui est complètement différent. Par exemple, comme tout le monde, je déteste avoir des factures et des trucs à payer. Et ça fait des années maintenant que je me dis, à chaque fois que je paye un truc qui m'emmerde, un truc pour l'État ou peu importe, d'une facture, ou même une amende, ou voilà, une amende ou que sais-je, Simon qui nous regarde de loin m'a engueulé il y a 3 jours en me disant
calmos sur la route là, parce que là c'est la 4e, la 5e là, mais pour des trucs débiles, hein, genre 54 km/h ou 50, tu vois. Pareil, mais alors à chaque fois c'est des 60 balles, 80 balles. Tu sais que la Belgique c'est très choquant pour ça. Ah ouais, non, c'est un truc de fou, hein. Parce que en France ça marche pas comme ça, c'est une histoire de points. Oui, nous c'est pas des points, c'est à chaque fois tu raques. Ouais. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que du coup tu gardes ton permis. Oui, tu gardes ton permis, mais tu payes. Mais donc à chaque fois que je paye, je suis vraiment dans cette mentalité de ça me fait plaisir de payer parce que je sais que je vais... Non, vraiment, je me mets vraiment en mode de OK, prends mon argent parce que je sais que je vais au moins avoir le double ou le triple qui arrive derrière. Je capte ce que tu veux dire. Tu vois, c'est comme si en fait, en payant, je payais pour avoir plus en retour. Je comprends ce que tu veux dire. Non, moi, je t'avoue que quand je paye mes amendes, je suis une énorme rageuse et je déchire le papier juste après. Je te jure vraiment, et systématiquement, ça c'est fait. Je prends des crayons, j'écris payeux. Je peux pas, ça m'énerve, je veux dire. Moi, je me fais vraiment genre comme si je faisais un chèque. Comme si je payais l'univers et je dis OK, je te paye pour que tu me payes plus. T'as raison de faire ça d'un côté, mais ouais. Puis... Et je me dis non, c'est pas grave, prends mon argent. Parce que du coup, ça va mettre plus derrière. Moi, c'est les impôts. Au début, ça me faisait vraiment mal au cœur. Tu sais, au début, j'étais énervée, quoi. Genre, c'est mon argent. Et je me suis dit, non, donne-le avec joie, car ce n'est pas ton argent. Donne-le, ok. Avec joie, souris quand tu donnes. Ah non, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas grave, ce n'est pas ton argent. Et donc, du coup, ça fait sa mère. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux voir les choses sous cet angle-là, parce que si tu te révoltes, t'as pas fini, tu vois jamais le bout du truc, quoi. Non. Tu vas jamais sourire. Non. Ouais. Tu vas jamais sourire. Non, la manifestation, c'est tout un petit travail, hein. Mais tu le fais vraiment en mode t'écris et tout, les choses, c'est vrai? Ouais, j'ai mon carnet de manifestation. Ah ouais? Et alors, plusieurs fois par an, quelques mois plus tard, je retourne pour voir ce que j'ai écrit. Ah ouais? Et parfois, j'ai vraiment, genre, comme toi, je fais, ah, punaise, oui, ça j'ai eu, et je peux vraiment, genre, cocher des petits V. Et en fait, parfois, t'oublies des choses que t'as demandé à ce moment-là. Ouais. Et tu dis, punaise, mais en fait, c'est là, quoi. Ouais. Et puis des choses que j'avais demandées il y a plus longtemps, mais qui ont mis beaucoup plus de temps à arriver. Parce que la manifestation, c'est pas écrire dans ton carnet, puis te mettre dans ton fauteuil et dire, allez-y, give it to me. Il se passera rien du tout. Ouais, bah ouais. Et tu vois aussi qu'il y a certaines choses où tu te dis, en fait, finalement, c'est logique que ça ne s'est mis en place que 2 ou 3 ans plus tard, parce que j'ai mûri, ou parce que ceci, ou parce qu'en fait ça fait sens, quoi. Parfois tu dois attendre un petit peu plus longtemps, mais ça arrive. Mais il faut juste live life et faire des trucs qu'on a envie de faire, en vrai. D'ailleurs, toi, t'as une marque, ta marque de bougies, ça se passe bien? Oui. C'est vrai. Ouais. On est très contents. Yashi. Yashi. Faut que j'en reprenne une. Oui, parce qu'en plus, t'as pas la nouvelle collection. Non, encore. j'ai pas la nouvelle. Vous baladez pas avec une bougie? Non, mais je vais t'envoyer. Non, mais je vais l'acheter. Je vais la shooter. Ah non, je vais la shooter. Et vous devriez faire pareil. Parle-en un petit peu. C'est bien, c'est des bonnes bougies que t'as. Oui. Tu te donnes un peu de peine, fais ta pub. Allez, je fais ma pub. Donc on a créé, là on a fait un rebranding total. Donc toi t'as connu la première bouture, j'ai envie de dire, de Yashi, qui était un petit peu plus commerciale. Et puis on a fait rentrer ma boîte dans ma boîte. On a fait rentrer ma sœur dans notre boîte parce que ma sœur est beaucoup plus jeune que moi et elle a cet œil pour le design et cette fraîcheur que je n'ai plus. Non mais elle a en fait elle a ce regard. Elle a ce regard hyper jeune et donc elle sait ce qui fonctionne, ce qui est beau. Elle a vraiment la vision, un talent et la vision incroyable. Donc on a vraiment travaillé sur cette nouvelle DA ensemble. Et donc on voulait un produit encore plus high-end. Avec une bougie qui est soufflée à la canne par un souffleur de verre en Pologne. La boîte, tu vas voir, c'est une boîte qui a été designée pour notre marque. Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle est faite à la main. Elle arrive déjà montée. Donc c'est pas une boîte que tu plies. C'est vraiment une boîte toute dure. Dedans t'as un petit empiècement que tu ouvres. T'as ta pierre, c'est un galet de pierre. Tu reçois une pierre semi-précieuse avec ta bougie. Et chaque bougie correspond à un besoin émotionnel. C'est trop bien. Et donc là, on a 2 références pour l'instant. On a l'obsidienne argentée et la cornaline. L'obsidienne argentée qui va vraiment être un bouclier énergétique pour te protéger de toutes les choses négatives qui peuvent arriver de l'extérieur. Et la cornaline qui va te donner un boost au niveau de ta créativité. C'est la confiance en soi, parler devant les autres. Voilà, ça t'amène vraiment tout ça. Et voilà, et on a donc sorti ça avant les fêtes de l'année dernière. Et pour cette bouture-là, on a eu de la presse partout. C'est vrai? Oui.
presse partout, mais vraiment dans des très beaux magazines, dans le Trends, dans le Elle, dans le Gaël, vraiment des magazines de design, de mode, et c'était genre les idées cadeaux pour les fêtes, donc on était hyper fiers parce qu'on n'avait pas eu toute cette presse pour le premier lancement, qu'on avait très très bien vendu aussi, mais là on a vraiment senti que au-delà que ce soit la marque d'une créatrice de contenu, c'était waouh, c'est super beau ce qu'ils ont fait. En fait, c'est très design, c'est très chic. Et on dissocie complètement la créatrice de la marque en se disant ça a tout à fait sa place dans un Vogue ou dans un Elle, parce qu'en fait, l'objet est vraiment beau. Ah, c'est et génial. c'était vraiment ce stade-là qu'on voulait dépasser. Attends, mais il faut que j'aille voir. Oui, il faut que tu ailles voir. Va voir sur le compte Instagram, tu vas voir toute la nouvelle DA. Toi, tu vas adorer. Ah, mais je suis sûre. Yashi. Yashi Home sur Insta.